3 jours après la mort de ma femme, mon propre fils a demandé à des agents de sécurité de me jeter dehors lors de ses funérailles. J'aimerais pouvoir vous dire qu'il y a eu un malentendu, une erreur qui a été corrigée par la suite, mais ce n'est pas le cas. Je m'appelle François. J'ai 67 ans et pendant 41 ans, Éléonore a été la personne la plus importante de ma vie. Nous nous sommes rencontrés quand nous étions jeunes, nous sommes tombés amoureux rapidement, nous nous sommes mariés, nous avons élevé un fils, remboursé des prêts immobiliers, enterré des animaux de compagnie, célébré des anniversaires et construit une vie ensemble. Un jour ordinaire après l'autre. 3 jours avant les funérailles, je me suis assis à côté de son lit d'hôpital et j'ai tenu sa main pendant qu'elle rendait son dernier souffle. Je pensais que ce moment serait la pire douleur que je ressentirais jamais. Je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Le matin de la cérémonie était froid et gris. La pluie recouvrait le parking lorsque je me suis garé devant la chambre funéraire, vêtu du costume gris anthracite qu'Éléonore m'avait acheté pour nos 40 ans de mariage. Elle plaisantait toujours en disant que cela me donnait un air important. Dans la poche de ma veste se trouvait le discours que j'avais passé la majeure partie de la nuit à écrire. Je voulais que tous les gens présents se souviennent de qui elle était vraiment. Pas seulement une épouse ou une professeure, mais le genre de personne qui rendait chaque pièce plus chaleureuse simplement en y entrant. J'ai pris une grande inspiration et j'ai marché vers l'entrée, mais avant même que je puisse atteindre la porte, 2 hommes se sont interposés devant moi. L'un d'eux a levé la main et a dit « Monsieur, vous ne pouvez pas entrer ». Au début, j'ai honnêtement cru qu'il plaisantait. J'ai souri et j'ai dit « Il doit y avoir une erreur. Je suis le mari d'Éléonore ». Le plus jeune des vigiles a jeté un coup d'œil à un porte-bloc et a secoué la tête. « J'ai des consignes, monsieur. » Pendant plusieurs secondes, je l'ai simplement dévisagé parce que mon esprit n'arrivait pas à traiter ce qu'il disait. Ma femme était à l'intérieur de ce bâtiment. Ses funérailles étaient sur le point de commencer. Des consignes de qui, ai-je demandé. Aucun des 2 hommes n'a répondu. C'est alors que j'ai regardé à travers les portes vitrées et que j'ai vu mon fils, Baptiste, debout dans le hall. Un soulagement m'a immédiatement envahi, car j'ai supposé qu'il allait tout arranger. Il allait sûrement s'approcher et dire au vigile qui j'étais. Il allait sûrement rire et s'excuser pour la confusion. Au lieu de cela, nos regards se sont croisés pendant un bref instant, et j'ai vu se produire quelque chose que je repasse encore en boucle dans ma tête des années plus tard. Il m'a regardé directement, a vu exactement ce qui se passait, puis s'est retourné et s'est éloigné. Aucune confusion, aucune hésitation, aucune excuse. Mon propre fils m'a délibérément laissé à la porte des funérailles de ma femme. J'en ai eu la nausée. 3 jours plus tôt, j'avais vu Éléonore mourir. J'avais organisé la cérémonie. J'avais rédigé la rubrique nécrologique. J'avais appelé les parents et les amis. J'avais passé des nuits blanches à essayer de préparer des adieux dignes de la femme que j'aimais. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, je n'étais pas autorisé à franchir la porte d'entrée. J'ai essayé de faire un pas en avant, mais le vigile le plus imposant a posé une main sur ma poitrine et m'a repoussé. Pas assez fort pour me faire mal, juste assez pour me faire comprendre que je n'entrerais pas. J'ai appelé Éléonore. Puis je l'ai appelée à nouveau. Puis une 3e fois. Les gens qui arrivaient pour la cérémonie s'arrêtaient et me dévisageaient. Des amis, des voisins, d'anciens collègues et des membres de la paroisse sont passés juste devant moi. Certains avaient l'air mal à l'aise. D'autres évitaient complètement mon regard. Pas une seule personne ne s'est arrêtée pour demander pourquoi un mari était tenu à l'écart des funérailles de sa propre femme. Finalement, les vigiles m'ont dirigé vers un banc près du bord du parking. C'est là que je me suis assis pendant que la cérémonie se déroulait sans moi. La pluie a transpercé la veste de mon costume. L'eau gouttait de mes cheveux. Par une fenêtre latérale, je pouvais voir les gens bouger à l'intérieur de la chapelle. À un moment donné, j'ai vu Baptiste se lever pour prononcer un discours. Je ne pouvais pas entendre un seul mot. Je ne pouvais qu'observer de l'extérieur, comme un étranger qui n'avait pas sa place là-bas. 1h20 plus tard, la cérémonie s'est terminée. Le corbillard s'est garé près de l'entrée latérale, et 4 hommes que je n'avais jamais vus auparavant ont porté le cercueil d'Éléonore à l'extérieur. J'aurais dû marcher à ses côtés. J'aurais dû lui faire mes derniers adieux. Au lieu de cela, j'étais assis seul sous la pluie, regardant la femme que j'aimais partir pour la dernière fois. C'est à ce moment-là que quelque chose a changé en moi. Le chagrin était toujours là, et le cœur brisé était toujours là.
Mais sous ces deux sentiments, il y en avait un nouveau, un sentiment qui allait changer tout ce qui se passerait ensuite. Alors que le corbillard disparaissait au bout de la route, j'ai mis la main dans ma poche, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé le seul homme qui connaissait tous les secrets que mon fils croyait m'avoir cachés. Je suis resté assis dans ma voiture pendant plusieurs minutes après la disparition du corbillard. La pluie frappait le pare-brise si fort que la chambre funéraire semblait floue à travers la vitre. Mes mains tremblaient encore. Une partie de moi voulait quand même conduire jusqu'au cimetière. Une partie de moi voulait retourner dans ce bâtiment et exiger des réponses. Mais la vérité, c'est que j'avais déjà ma réponse. Mon fils avait fait son choix. Il m'avait regardé dans les yeux et m'avait tourné le dos. J'ai regardé mon téléphone posé sur le siège passager et j'ai pensé à Éléonore. Pendant 41 ans, chaque fois que quelque chose allait mal, elle était la première personne que j'appelais. Elle savait toujours quoi dire. Elle trouvait toujours le moyen de me calmer. Mais pour la première fois de ma vie, je ne pouvais pas l'appeler. Cette prise de conscience m'a frappé plus durement que tout ce qui s'était passé ce matin-là. Elle était partie et j'étais complètement seul. Puis je me suis souvenu de quelqu'un d'autre. Un homme qui faisait partie de nos vies depuis des décennies. Un homme qui savait des choses sur ma famille que même Baptiste ignorait. J'ai pris mon téléphone et j'ai fait défiler mes contacts jusqu'à trouver le numéro. Guillaume Morel, mon avocat, mon plus vieil ami. Nous nous étions rencontrés à l'université plus de 40 ans auparavant et étions restés proches depuis. À la mort de ma mère, il s'était assis à côté de moi au funérarium pendant 6 heures sans dire plus d'une douzaine de mots. Lorsque j'ai vendu mon entreprise des années plus tard, il a géré chaque document personnellement. Plus important encore, il connaissait chaque décision juridique que j'avais jamais prise. J'ai appuyé sur appel. Il a répondu à la deuxième sonnerie. François, a-t-il dit immédiatement, j'ai pensé à toi toute la matinée. Comment tiens-tu le coup? J'ai essayé de répondre, mais les mots ne sortaient pas correctement. Finalement, je lui ai tout raconté. Je lui ai parlé des vigiles. Je lui ai raconté que j'avais été forcé de m'asseoir dehors sous la pluie. Je lui ai dit comment Baptiste m'avait regardé directement avant de s'éloigner. Quand j'ai terminé, il y a eu un silence complet à l'autre bout du fil. Pendant plusieurs secondes, Guillaume n'a pas dit un mot. Puis, il a posé une question qui m'a pris au dépourvu. « Es-tu assis dans ta voiture en ce moment ?» « Oui, ai-je répondu. »« Bien, a-t-il dit, écoute attentivement. Ne va pas au cimetière. Ne va pas à la réception. N'appelle pas Baptiste. Rentre chez toi immédiatement. » Sa voix avait changé. Elle était calme, mais il y avait quelque chose en dessous que je n'avais jamais entendu auparavant. « Guillaume, de quoi parles-tu » ai-je demandé. « François, tu te souviens des structures juridiques que nous avons mises en place il y a des années ?» Cette question a instantanément attiré mon attention. Je savais exactement ce qu'il voulait dire. « Oui » ai-je dit doucement. « Et tu te souviens des clauses que nous avons mises à jour récemment ?» J'ai senti mon estomac se nouer. « Oui. » Un autre long silence a suivi. Puis Guillaume a pris une profonde inspiration. « Bien, parce que je pense qu'il est grand temps que nous examinions tout cela à nouveau. » Je ne comprenais pas entièrement ce qu'il voulait dire, mais je savais une chose, la conversation n'avait plus rien à voir avec le deuil. Elle avait tout à voir avec les choix que Baptiste avait faits. « Rentre chez toi, a dit Guillaume. Je serai là dans 2 heures. D'ici là, ne parle à personne. Fais-moi juste confiance. » L'appel s'est terminé, et pour la première fois de la journée, j'ai ressenti autre chose que du chagrin. J'ai ressenti de la curiosité, car enfoui quelque part dans les documents juridiques dont parlait Guillaume, se trouvaient des secrets que mon fils avait complètement oubliés. Et avant la fin de la journée, ces secrets allaient tout changer. J'ai conduit jusqu'à la maison sous la pluie et j'ai passé les 2 heures suivantes assis seul à la table de ma cuisine. La maison semblait différente sans Éléonore. Ses lunettes de lecture étaient toujours à côté du journal. Des mots croisés à moitié terminés se trouvaient exactement là où elle les avait laissés 3 jours plus tôt. Chaque pièce portait un rappel de son absence. Quand Guillaume est finalement arrivé, il est entré sans frapper, a enlevé son manteau et s'est assis en face de moi. Il n'a pas perdu de temps en bavardage. Il m'a regardé pendant un long moment et a dit « Raconte-moi tout depuis le début. » C'est ce que j'ai fait. Je lui ai parlé des vigiles, du banc, de la pluie,
et de Baptiste me tournant le dos. Je lui ai dit comment personne n'était intervenu pour m'aider. Quand j'ai fini, Guillaume a ouvert un épais dossier cartonné qu'il avait apporté avec lui. « François, a-t-il dit, avant de parler de ce qui s'est passé aujourd'hui, il y a certaines choses dont tu dois te souvenir. » Il a sorti plusieurs documents et les a placés sur la table. Au début, je ne comprenais pas pourquoi. Puis j'ai commencé à lire. Le premier document concernait l'entreprise que j'avais bâtie pendant près de 40 ans. La plupart des gens croyaient que j'avais entièrement vendu l'affaire lors de mon départ à la retraite, mais ce n'était pas vrai. J'avais vendu une part majoritaire. Cependant, je possédais toujours un pourcentage significatif via une société holding que Guillaume m'avait aidé à créer des années plus tôt. Cette propriété n'était pas à mon nom personnel. Elle était protégée au sein d'une fiducie. Baptiste savait que l'entreprise existait. Ce qu'il ne savait pas, c'était le niveau de contrôle que j'avais encore. Guillaume a fait glisser un autre document vers moi. Celui-ci m'a fait rire, malgré tout ce qui s'était passé. C'était l'acte de propriété de la maison de 4 chambres où vivaient Baptiste et sa femme Chloé. Ils avaient passé des années à agir comme de riches propriétaires prospères. Les membres de la famille les complimentaient constamment sur la propriété. Les amis admiraient la piscine et les rénovations coûteuses. Ce que presque personne ne savait, c'est que j'avais acheté cette maison moi-même des années plus tôt. Baptiste avait effectué de petits paiements mensuels dans le cadre d'un accord de location-accession, mais légalement, la propriété m'appartenait toujours. Si je la voulais, je pouvais la reprendre. Puis vint la surprise suivante, l'entreprise de décoration d'intérieur de Chloé. Tout le monde dans la famille croyait qu'Éléonore et moi lui avions donné l'argent de départ comme un cadeau. C'était l'histoire que Chloé racontait à tout le monde. Les documents racontaient une histoire différente. Les 140 000 € n'avaient jamais été un don. Il s'agissait d'un prêt garanti par des accords légaux, des conditions de remboursement et des garanties personnelles. Chloé avait signé chaque page elle-même. Guillaume a ensuite ouvert un autre dossier et m'a montré les documents du fonds bloqué pour les études de Léa, ma petite fille. L'avenir de ma petite fille était protégé depuis des années sans que personne n'en connaisse le montant exact. Près d'un demi-million d'euros reposaient sur ce compte. Ni Baptiste ni Chloé ne pouvaient toucher un seul euro sans mon approbation. En examinant les documents, une chose est devenue douloureusement claire. Mon fils avait passé des années à croire qu'il volait de ses propres ailes. En réalité, une grande partie de la vie dont il profitait reposait sur des fondations que j'avais discrètement construites sous ses pieds. La maison, les opportunités commerciales, le soutien financier, les relations, et même une partie de sa carrière, tout remontait à des décisions qu'Éléonore et moi avions prises il y a longtemps. Guillaume s'est adossé à sa chaise et a croisé les mains. « François, a-t-il dit calmement, ton fils croit comprendre sa position. La vérité, c'est qu'il n'a absolument aucune idée de ce qu'il possède réellement et de ce à quoi il a simplement accès. Pour la première fois depuis les funérailles, j'ai senti quelque chose basculer en moi. Baptiste m'avait laissé seul sous la pluie parce qu'il croyait détenir tout le pouvoir. Il croyait que je n'étais qu'un vieil homme pleurant sa femme. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que presque tout ce à quoi il tenait était lié à des accords juridiques qu'il n'avait jamais pris la peine de comprendre. Et alors que Guillaume ouvrait un dernier dossier pour le placer devant moi, j'ai réalisé que le plus grand secret de tout n'était ni l'entreprise, ni la maison, ni l'argent. C'était quelque chose qu'Éléonore avait fait quelques mois seulement avant sa mort. Assis là à examiner les documents, je pensais que Guillaume m'avait déjà montré toutes les surprises qu'il avait apportées cet après-midi-là. J'avais tort. Il est resté silencieux un instant, puis a plongé la main dans le dossier et en a sorti un unique document. L'expression de son visage m'a tout de suite fait comprendre que c'était différent. Il y a encore une chose, a-t-il dit. Quelque chose qu'Éléonore m'a demandé de ne pas aborder avant son départ. Mon estomac s'est noué. Que veux-tu dire ? Guillaume a fait glisser le document sur la table. Il y a 3 mois, Éléonore est venue seule à mon cabinet. Elle a mis à jour son testament. Pendant plusieurs secondes, je n'ai pas pu parler. Éléonore et moi partagions tout. Du moins, c'est ce que je croyais. L'idée qu'elle ait pris une décision aussi importante sans m'en parler me semblait impossible. Elle ne l'a jamais mentionné, ai-je fini par dire. Guillaume a hoché la tête. Je sais. Elle m'a spécifiquement demandé de ne te le dire qu'après son décès. J'ai baissé les yeux sur les documents et j'ai commencé à lire. Plus je lisais, plus j'étais sous le choc.
Éléonore avait complètement modifié la répartition de son patrimoine. La version dont je me souvenais laissait la plupart des actifs à Baptiste. La nouvelle version, non. Au lieu de cela, presque tout ce qui lui appartenait était dirigé vers une fiducie protégée pour notre petite fille, Léa. J'ai lu les pages 2 fois parce que j'étais convaincu d'avoir mal compris quelque chose. Pourquoi a-t-elle fait ça, ai-je demandé doucement. Guillaume m'a regardé attentivement avant de répondre, parce qu'elle a vu des choses que tu ne voulais pas voir. Cette phrase m'a frappé plus fort que prévu. Pendant des années, j'avais trouvé des excuses pour Baptiste. Chaque fois qu'il ignorait les événements familiaux, je me disais qu'il était occupé. Chaque fois qu'il omettait de rendre visite à Éléonore, je blâmais son travail. Chaque fois que Chloé faisait des commentaires désobligeants, je me persuadais qu'elle ne les pensait pas vraiment. Au fond de moi, je savais que les choses changeaient, mais je continuais d'espérer qu'elles s'amélioreraient. Éléonore ne partageait pas cet espoir. Guillaume a ouvert son carnet et a lu des notes qu'il avait prises après sa visite. Elle m'a dit qu'elle s'inquiétait pour l'avenir de Léa. Elle a dit qu'elle avait vu Baptiste devenir plus faible chaque année et Chloé devenir plus autoritaire chaque année. Elle pensait que leurs priorités changeaient, et pas en bien. J'ai senti ma poitrine se serrer. A-t-elle vraiment dit ça? Guillaume a hoché la tête. Mot pour mot. Puis il a continué à lire. Elle a dit, j'aime mon fils, mais je ne fais plus confiance aux décisions qu'il prend. Je ne veux pas que l'argent que mon mari et moi avons passé une vie à construire devienne le carburant de ses décisions. La pièce est soudainement devenue très silencieuse. Je pouvais presque entendre la voix d'Éléonore prononcer ces mots. Guillaume a baissé les yeux vers une autre page. Il y a une phrase qu'elle a répétée plusieurs fois au cours de notre rendez-vous. J'ai dégluti difficilement. Laquelle? Il m'a regardé directement. L'amour n'est pas synonyme de permission. Au moment où il a dit cela, j'ai su exactement pourquoi Éléonore avait fait ces changements. Elle ne punissait pas Baptiste. Elle n'agissait pas sous le coup de la colère. Elle protégeait Léa. Plus important encore, elle refusait de récompenser un comportement qu'elle estimait nuisible à la famille. Guillaume a expliqué qu'Éléonore avait passé près de 2 heures à discuter de chaque détail du Nouveau Testament. Elle avait passé en revue les actifs, les structures des fiducies et les distributions futures. Rien dans sa décision n'était émotionnel ou impulsif. Elle y avait longuement réfléchi et avait tiré sa conclusion bien avant que sa santé ne décline. Puis, Guillaume m'a tendu une dernière page contenant sa signature. Je l'ai fixée longuement. C'était la même écriture que celle que j'avais vue sur des cartes d'anniversaire, des listes de courses et des petits mots d'amour pendant plus de 4 décennies. Soudain, j'ai réalisé quelque chose qui m'a fait mal au cœur. Éléonore savait que cette famille allait vers un point de rupture bien avant moi. Elle avait vu la direction que prenait Baptiste. Elle avait vu l'influence que Chloé avait sur lui. Et pendant que j'espérais encore que les choses s'améliorent, elle avait discrètement pris des mesures pour protéger les personnes qu'elle aimait le plus. En posant les papiers, j'ai pensé à mon fils, debout à l'intérieur de la chambre funéraire, pendant que j'étais assis seul sous la pluie. Puis, j'ai regardé à nouveau les dernières volontés d'Éléonore. Pour la première fois, j'ai compris que ce qui s'était passé aux funérailles n'était pas le début de cette histoire. C'était simplement le moment où toutes les vérités cachées ont fini par éclater au grand jour. Le premier signe que le monde de Baptiste commençait à se fissurer est apparu moins de 24 heures après ma rencontre avec Guillaume. Alors que j'étais assis seul à la table de ma cuisine, buvant du café dans le même mug qu'Éléonore m'avait acheté des années plus tôt, mon téléphone s'est allumé avec le nom de Baptiste. Je l'ai regardé sonner jusqu'à ce qu'il s'arrête. Quelques minutes plus tard, il a sonné à nouveau. Puis encore. À l'heure du déjeuner, il avait appelé 6 fois. Je n'ai répondu à aucun de ses appels. Guillaume m'avait prévenu que cela arriverait. Il disait que les gens remarquent rarement l'ampleur du soutien qu'ils reçoivent jusqu'à ce que ce soutien commence à disparaître. À la fin de la journée, les premières mises en demeure légales avaient été délivrées. Le prêt lié à l'entreprise de décoration d'intérieur de Chloé était officiellement exigé. La banque l'informait que le remboursement était attendu conformément à l'accord qu'elle avait signé des années plus tôt. Pour la première fois depuis la création de l'entreprise, elle était forcée de faire face au fait que cet argent n'avait jamais été un cadeau. Cela avait toujours été une dette. Ce soir-là, Baptiste a appelé 12 fois de plus. J'ai ignoré tous les appels. Le lendemain matin, une autre lettre est arrivée chez lui.
Celle-ci concernait la propriété qu'il croyait posséder. Le contrat de location-accession était entré en phase d'exécution. À moins que les obligations en souffrance ne soient honorées, la procédure de saisie immobilière irait de l'avant. Selon Guillaume, Baptiste était tellement choqué qu'il a appelé 3 avocats différents avant de réaliser que les documents étaient légitimes. Il avait passé des années à vanter sa magnifique maison, sans jamais comprendre que la propriété légale ne lui avait jamais vraiment appartenu. D'ici mercredi, la pression s'est intensifiée. Les comptes de l'entreprise de Chloé étaient en cours d'examen. Les obligations en souffrance étaient calculées. Les institutions financières qui avaient autrefois accueilli leurs affaires avec bienveillance sont soudainement devenues beaucoup moins amicales. La confiance qu'ils affichaient depuis des années commençait à disparaître très rapidement. Puis vint le problème auquel Baptiste ne s'attendait pas, son poste au sein de l'entreprise. Lorsque j'ai vendu mon entreprise des années plus tôt, Baptiste s'était vu attribuer un poste de direction très bien rémunéré dans le cadre de la transition. Beaucoup de gens supposaient qu'il avait obtenu ce poste entièrement au mérite. La réalité était plus complexe. Certaines dispositions permettaient toujours mon implication dans l'évaluation de la direction. Guillaume a contacté les personnes appropriées et le processus a commencé immédiatement. Le jeudi après-midi, Baptiste a reçu une notification indiquant que son poste faisait l'objet d'un examen officiel. Le moment n'aurait pas pu être pire. En moins de 48 heures, la maison, l'entreprise et maintenant sa carrière étaient toutes menacées. Les appels sont devenus incessants. Mon téléphone affichait des dizaines d'appels manqués chaque jour. Baptiste appelait, Chloé appelait. Des numéros inconnus appelaient. Les messages vocaux s'accumulaient plus vite que je ne pouvais les supprimer. À un moment donné, j'ai compté plus de 40 appels manqués en une seule journée. À la fin de la semaine, ce nombre avait presque doublé. Malgré tout, je refusais de répondre. Il n'y avait plus rien à discuter. Chaque document appliqué avait été signé volontairement des années plus tôt. Chaque conséquence découlait directement de choix qu'ils avaient déjà faits. Le lundi suivant, la situation de Baptiste s'est encore aggravée. L'examen de la direction s'est conclu exactement comme Guillaume l'avait prédit. Son contrat de travail a été rompu, avec des indemnités de départ. Il n'y a pas eu de scène de licenciement dramatique. Pas de vigile pour l'escorter, pas d'humiliation publique, juste une lettre professionnelle l'informant que ses services n'étaient plus requis. Pour la première fois depuis des années, Baptiste était forcé de se débrouiller seul sans les avantages qu'il tenait pour acquis. L'Audi qu'il conduisait est devenu un autre problème. Parce que mon nom restait attaché au contrat de financement, les changements apportés à l'accord ont déclenché des conséquences immédiates. De nouveaux avis sont arrivés. De nouvelles échéances sont apparues. Plus de pression a suivi. Tout semblait se produire en même temps. La vie confortable que Baptiste et Chloé avaient passé des années à construire ne s'effondrait pas à cause d'une seule décision. Elle s'effondrait parce que presque chaque aspect de celle-ci dépendait d'un soutien qu'ils avaient cessé d'apprécier depuis longtemps. La vérité les rattrapait enfin. Une semaine après les funérailles, Guillaume est passé chez moi pour faire le point. Il a placé plusieurs documents sur la table et a discrètement résumé la situation. L'entreprise était en difficulté. La maison était en péril. L'emploi de Baptiste n'existait plus. De multiples obligations financières exigeaient une attention immédiate. En l'écoutant, j'ai ressenti étonnamment peu de satisfaction. Je ne célébrais pas. Je ne souriais pas. Je me sentais surtout fatigué. Ce n'était pas l'avenir qu'Éléonore et moi avions imaginé pour notre fils. Nous avions passé des décennies à essayer de l'aider à réussir. Pourtant, quelque part en cours de route, l'aide s'était transformée en droit acquis, et ce sentiment de droit acquis s'était transformé en arrogance. Maintenant, la réalité lui arrachait tout cela. Avant de partir, Guillaume m'a regardé et a dit, « Il va bientôt venir ici. » Je savais déjà qu'il avait raison. Un homme peut ignorer la vérité pendant longtemps quand la vie est confortable, mais une fois que tout commence à s'effondrer, la vérité devient impossible à éviter. Et pour la première fois de sa vie, Baptiste était sur le point de faire face aux conséquences de ses choix, en face à face. Guillaume avait raison. Baptiste s'est présenté 3 jours plus tard. J'ai vu sa voiture se garer dans l'allée juste après midi. Par la fenêtre du salon, je l'ai observé rester assis au volant pendant près d'1 minute avant de finalement sortir. Même de loin, je pouvais voir qu'il avait l'air différent. Ses épaules étaient affaissées.
Ses vêtements étaient froissés. La confiance qu'il affichait depuis des années avait disparu. Quand on a sonné à la porte, je savais déjà pourquoi il était là. J'ai ouvert la porte et, pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Puis il m'a regardé et a prononcé un seul mot que je ne lui avais pas entendu dire depuis des années. Papa. Pendant une seconde, j'ai presque eu du mal à le reconnaître. Ces dernières années, j'avais été François. Pas papa, pas père, juste François. Entendre à nouveau ce mot faisait un effet étrange. Je t'en prie, a-t-il dit, pouvons-nous parler? Je me suis écarté et l'ai laissé entrer. Nous avons marché jusqu'à la cuisine et nous nous sommes assis l'un en face de l'autre à cette même table où Éléonore et moi avions partagé des milliers de repas au fil des ans. Les mots croisés inachevés étaient toujours à leur place. Baptiste les a remarqués immédiatement. Ses yeux se sont attardés dessus une seconde avant de regarder ailleurs. Il avait l'air épuisé. Des cernes sombres marquaient ses yeux et ses mains ne cessaient de bouger. Finalement, il a pris la parole. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je n'ai rien dit. La maison, la banque, l'entreprise de Chloé, mon travail. Il a dégluti difficilement. Tout s'effondre. J'ai continué à le dévisager. Papa, je t'en prie. Si c'est à cause des funérailles, je suis désolé. Au moment où il a prononcé ces mots, j'ai senti la colère monter en moi pour la première fois. Non pas parce qu'il s'excusait, mais parce qu'il ne comprenait toujours pas. Il pensait qu'il s'agissait d'un jour, de funérailles, d'une erreur. Ce n'était pas le cas. Parle-moi des vigiles, ai-je dit doucement. Baptiste s'est figé. Quoi? Parle-moi des hommes que tu as engagés pour m'empêcher d'assister aux funérailles de ta mère. Son visage est immédiatement devenu pâle. Pendant plusieurs secondes, il n'a pas pu parler. Papa, ça ne devait pas se passer comme ça. Alors dis-moi comment ça devait se passer. Il a baissé les yeux vers la table. Chloé pensait que... Je l'ai immédiatement interrompu. Non, pas Chloé. Toi. Il est resté silencieux. Tu te tenais à l'intérieur de ce bâtiment pendant que des étrangers laissaient ton père à l'extérieur. Tu as regardé faire. Tu m'as vu m'asseoir sous la pluie. Ses yeux se sont remplis de larmes. Papa, je sais à quoi ça ressemblait. Tu sais à quoi ça ressemblait. Je me suis penché en avant. Baptiste, ta mère était à l'intérieur de ce bâtiment. J'ai tenu sa main quand elle est morte. J'ai organisé ses funérailles. J'ai rédigé sa nécrologie. Puis j'ai passé 1h20 à regarder sa cérémonie à travers une fenêtre pendant que mon propre fils faisait comme si je n'existais pas. Il a baissé la tête. Je suis désolé. Non, ai-je répondu. Tu es désolé maintenant parce que ta vie s'effondre. Ces mots l'ont frappé durement parce qu'il savait qu'ils étaient vrais. Pendant plusieurs instants, la cuisine est restée silencieuse. Puis j'ai décidé qu'il était temps pour lui d'entendre quelque chose auquel il ne s'attendait pas. Ta mère le savait. Baptiste a levé les yeux immédiatement. Qu'est-ce que tu veux dire? 3 mois avant sa mort, elle a mis à jour son testament. La confusion sur son visage s'est lentement transformée en inquiétude. J'ai continué, elle est allée seule au cabinet de Guillaume. Elle a tout passé en revue, chaque actif, chaque compte, chaque bien immobilier. Papa, Et elle a décidé qu'elle ne voulait pas que tu hérites de son patrimoine. Le sang a déserté son visage. Quoi? Tout a été placé dans une fiducie protégée pour Léa. Il m'a regardé comme si je parlais une autre langue. Non. Maman ne ferait pas ça. Elle l'a fait. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Sais-tu pourquoi? Il n'a pas répondu. Parce qu'elle a vu ce qui se passait bien avant moi. Elle t'a regardé ignorer ses appels téléphoniques. Elle t'a regardé t'éloigner de plus en plus de ta famille. Elle a regardé Chloé traiter les gens comme s'ils n'avaient de l'importance que lorsqu'ils étaient utiles. Les larmes coulaient sur son visage maintenant. Papa, je t'en prie. Ta mère t'aimait, ai-je dit, mais elle a cessé de faire confiance à ton jugement. Cette phrase a semblé briser quelque chose en lui. Il s'est enfoncé dans sa chaise et a caché son visage dans ses mains. Pour la première fois depuis son arrivée, il ne se défendait pas. Il ne cherchait pas d'excuses. Il écoutait, tout simplement.
J'ai laissé le silence s'installer entre nous. Puis j'ai repris la parole. Les funérailles ne sont pas la raison pour laquelle cela est arrivé, Baptiste. Les funérailles ont été le moment où les conséquences t'ont finalement rattrapé. Il a lentement baissé les mains et m'a regardé. La confiance, le sentiment de supériorité et l'arrogance qu'il avait définis pendant des années avaient disparu. À leur place se trouvait un homme effrayé de 41 ans qui commençait enfin à comprendre les dégâts qu'il avait causés. Et pour la première fois depuis la mort d'Éléonore, j'ai cru qu'il entendait enfin la vérité. Pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. Baptiste était assis en face de moi, les larmes aux yeux, regardant la table de la cuisine où reposaient encore les mots croisés inachevés de sa mère. Un an plus tôt, le voir pleurer m'aurait peut-être adouci. Cela m'aurait peut-être poussé à chercher des excuses, des raisons, ou à me convaincre que les choses n'étaient pas aussi mauvaises qu'elles en avaient l'air. Mais cette version de moi avait disparu le jour où je m'étais assis sur un banc sous la pluie pendant que les funérailles de ma femme se déroulaient sans moi. J'ai regardé mon fils et j'ai réalisé quelque chose d'important. Il croyait toujours que cette conversation était une négociation. Il pensait toujours qu'il y avait un moyen de se sortir des conséquences par la parole. « Papa, je t'en prie, a-t-il dit doucement. Il doit y avoir un autre moyen. » J'ai secoué la tête. « Non, Baptiste, il n'y en a pas. » Son visage s'est crispé. J'ai dit, « Je suis désolé. Je sais que tu le hais. Alors pourquoi fais-tu ça ?» Cette question flottait dans l'air entre nous. Je me suis adossé à ma chaise et je l'ai regardé directement. « Parce que tes excuses ne changent rien à ce qui s'est passé. » Il a ouvert la bouche pour parler, mais j'ai levé la main. « Tu as engagé des vigiles pour m'éloigner des funérailles de ta mère. Tu es resté là et tu as regardé faire. Tu m'as laissé m'asseoir dehors sous la pluie pendant que des étrangers portaient son cercueil. Et d'une certaine manière, tu penses toujours que cette conversation tourne autour de l'argent. » Baptiste a baissé les yeux. Il n'avait pas de réponse. J'ai pris une lente inspiration avant de continuer. « Tu dois comprendre quelque chose. Rien de tout cela n'est arrivé parce que j'ai soudainement décidé de te punir. C'est arrivé parce que tu as passé des années à faire des choix sans croire que ces choix auraient un jour des conséquences. » Il avait l'air épuisé maintenant, comme un homme portant un poids qu'il ne pouvait plus soutenir. J'ai attrapé le dossier que Guillaume avait préparé et je l'ai placé sur la table. « Voici ce qui va se passer. » Baptiste s'est immédiatement tendu. La maison est reprise. Tu as 30 jours pour partir. Ses yeux se sont écarquillés, mais j'ai continué avant qu'il ne puisse m'interrompre. Le prêt commercial de Chloé est réclamé conformément à l'accord qu'elle a signé. L'entreprise a déjà entamé cette procédure. Sa respiration s'est faite plus lourde. Ton poste au sein de l'entreprise est supprimé. Cette décision est définitive. L'examen est terminé. Il m'a regardé, incrédule. Papa. Je n'ai pas terminé. J'ai fait glisser un autre papier sur la table. Le soutien financier dont tu dépends depuis des années prend fin. Chaque compte, chaque garantie, chaque filet de sécurité, tout. La pièce est devenue silencieuse. Baptiste a baissé les yeux sur les documents, mais semblait à peine capable de les lire. Pour la première fois de sa vie, il voyait la réalité derrière la vie qu'il pensait avoir construite. Puis, je suis arrivé à la partie la plus importante. Le fond de Léa reste intact. Il a levé les yeux immédiatement. Quoi? Ta mère a pris cette décision elle-même. L'argent appartient à Léa. Il paiera pour ses études, son avenir et toutes les opportunités qu'elle choisira de poursuivre. Ni toi ni Chloé ne le contrôlerez jamais. Il a lentement hoché la tête. Même maintenant, il ne pouvait pas contester cela. Au fond de lui, il savait que sa mère avait essayé de protéger sa petite fille. Les larmes ont de nouveau coulé sur son visage. « Papa, je t'en prie, ne fais pas ça. » Je l'ai regardé pendant plusieurs secondes avant de répondre. « Baptiste, je me suis assis sur un banc sous la pluie pendant que les funérailles de ta mère se déroulaient sans moi. » Il a fermé les yeux. « Je sais. » « Non, tu ne sais pas. » Ma voix est restée calme, mais chaque mot portait des années de déception. « Tu ne sais pas ce que ça fait de voir son enfant choisir la facilité plutôt que la loyauté. Tu ne sais pas ce que ça fait de perdre sa femme et son fils le même jour. » Il a baissé la tête. Le silence qui a suivi a semblé interminable.
Finalement, je me suis levé et j'ai rassemblé les papiers. La conversation était terminée. Les décisions avaient déjà été prises. Baptiste s'est lentement levé de sa chaise également. Il avait l'air plus vieux que lorsqu'il était arrivé 1 heure plus tôt. Avant d'atteindre la porte, il s'est retourné vers moi une dernière fois. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? Pendant un moment, j'ai repensé à toutes les années qui nous avaient menés ici. Puis j'ai répondu honnêtement, tu peux assumer les conséquences et en tirer les leçons. Il a hoché la tête une fois, a ouvert la porte et est sorti de la maison. En le regardant disparaître au bout de l'allée, je ne me suis pas senti victorieux. Je ne me suis pas senti satisfait. J'ai ressenti quelque chose de beaucoup plus lourd que cela. Parce que parfois, la chose la plus difficile qu'un parent fera jamais est d'arrêter de protéger son enfant des conséquences qu'il a méritées. Les mois qui ont suivi ont été plus durs pour Baptiste que tout ce que j'aurais pu imaginer. Au début, il a combattu chaque décision. Il a engagé des avocats, passé des appels téléphoniques et cherché des moyens d'arrêter ce qui se passait. Mais le problème n'était pas la paperasse. Le problème était que chaque document avait été signé des années plus tôt, et que chaque conséquence était légalement justifiée. Une par une, les protections sur lesquelles il s'était appuyé ont disparu. 31 jours après notre conversation, il a déménagé de la maison. La propriété qui représentait autrefois sa réussite n'était plus à lui. Quelques semaines plus tard, l'entreprise de Chloé a officiellement commencé à s'effondrer sous la pression financière. Les clients sont partis, les projets ont été bloqués et l'entreprise qu'elle avait fièrement bâtie a commencé à se désintégrer. Puis est arrivé le coup de grâce. 6 semaines après la perte de la maison, Chloé a demandé le divorce. Selon les personnes qui les connaissaient, les disputes étaient devenues constantes. Le stress, les dettes et la perte soudaine de leur train de vie avaient exposé des problèmes qui existaient depuis des années. Quand l'argent a disparu, l'illusion que tout allait bien s'est également volatilisée. Baptiste a emménagé dans un petit appartement à l'autre bout de la ville. Les véhicules de luxe avaient disparu. Les dîners coûteux n'étaient plus. L'image qu'il avait passé des années à créer s'est évanouie presque du jour au lendemain. Pour la première fois de sa vie d'adulte, il était forcé de se faire face sans distraction. Les mois ont passé sans aucun contact entre nous. Je me suis concentré sur la reconstruction de ma propre vie. Certains jours étaient plus faciles que d'autres. L'absence d'Éléonore me suivait toujours partout. Je voyais son fauteuil préféré, j'entendais une chanson qu'elle aimait, ou je trouvais l'un de ses mots manuscrits cachés dans un tiroir. Le deuil ne disparaît pas. Il apprend simplement à vivre à vos côtés. 14 mois après notre conversation, une lettre est arrivée dans ma boîte aux lettres. Elle était manuscrite sur du papier brouillon jaune, et faisait 8 pages. Au moment où j'ai vu l'écriture, j'ai su qu'elle venait de Baptiste. J'ai envisagé de la jeter. Au lieu de cela, je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai commencé à lire. Ce qui m'a le plus surpris, c'est ce qui n'était pas dans la lettre. Il ne demandait pas d'argent. Il ne demandait pas la maison. Il ne demandait pas de travail. Il n'y avait aucune excuse et aucune tentative de blâmer qui que ce soit d'autre. Pour la première fois depuis des années, il écrivait honnêtement. Il a admis qu'il avait laissé Chloé influencer des décisions qu'il aurait dû prendre lui-même. Il a admis qu'il avait ignoré sa mère pendant les dernières années de sa vie. Il a avoué que l'image de moi, assis devant le funérarium, le poursuivait chaque jour depuis que c'était arrivé. Il décrivait ses nuits blanches, à repasser ce moment en boucle dans sa tête, souhaitant pouvoir revenir en arrière. Au moment où j'ai atteint la dernière page, j'ai réalisé que je lisais les mots d'un homme différent de celui qui s'était assis en face de moi 14 mois plus tôt. Dans le dernier paragraphe, il ne demandait qu'une seule chose. Il me demandait si j'accepterais de le rencontrer pour le petit déjeuner dans la petite brasserie que notre famille fréquentait lorsqu'il était enfant. J'ai posé la lettre et je l'ai fixée longuement. Pour la première fois depuis la mort d'Éléonore, j'ai cru que mon fils comprenait enfin ce qu'il avait perdu. Plus important encore, il comprenait enfin pourquoi il l'avait perdu. J'ai retrouvé Baptiste 2 semaines plus tard à la brasserie où Éléonore et moi avions l'habitude de l'emmener le dimanche matin quand il était petit garçon. L'endroit n'avait pas beaucoup changé. Les banquettes étaient les mêmes. L'odeur du café était la même. Même la serveuse m'était familière. Quand je suis entré, Baptiste était déjà là, à m'attendre. Il avait l'air plus vieux que la dernière fois que je l'avais vu. Pas physiquement plus vieux, mais différent, d'une certaine manière.
L'arrogance avait disparu. Le sentiment d'avoir droit à tout avait disparu. La vie avait arraché la version de lui-même derrière laquelle il s'était caché pendant des années. Quand je me suis assis, aucun de nous n'a parlé pendant quelques instants. Finalement, il m'a regardé et a dit « Merci d'être venu ». J'ai hoché la tête, mais je n'ai rien dit. Ce n'était pas un film, et je n'étais pas là pour offrir un pardon instantané. Baptiste a passé l'heure suivante à parler. Il m'a raconté les erreurs qu'il avait commises, les excuses qu'il avait utilisées et les choses qu'il aurait aimé pouvoir changer. Il a admis que pendant des années, il avait choisi la voie de la facilité chaque fois qu'il était obligé de prendre une décision difficile. Il a reconnu avoir laissé d'autres personnes influencer des choix qui auraient dû être les siens. Plus important encore, il a admis que le moment où il m'avait tourné le dos aux funérailles était la pire décision de sa vie. Quand il a finalement cessé de parler, je l'ai cru. Non pas parce qu'il semblait ému, mais parce qu'il semblait honnête. Pour la première fois depuis des années, il n'essayait pas de se défendre. Il assumait simplement ses responsabilités. J'ai remué mon café et j'ai regardé par la fenêtre avant de répondre. Je ne sais pas si les choses pourront un jour redevenir comme avant. Baptiste a baissé les yeux et a hoché la tête. Je sais. Certaines choses laissent des cicatrices. Je le sais aussi. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Puis je lui ai dit quelque chose à quoi je pensais depuis des semaines. Tu es toujours le père de Léa. Il a relevé la tête immédiatement. Et elle va en avoir besoin. Des larmes ont rempli ses yeux, mais cette fois, il n'a pas essayé de les cacher. Ce fut un début. Pas une fin heureuse, pas une réconciliation parfaite, juste un début. Au cours des mois suivants, les choses se sont lentement améliorées. Léa a recommencé à passer ses samedis avec moi. Parfois, nous faisions des gâteaux. Parfois, nous faisions des mots croisés à cette même table de cuisine où Éléonore avait l'habitude de s'asseoir. Finalement, Baptiste s'est joint à nous de temps en temps. La relation n'était plus ce qu'elle avait été, et peut-être qu'elle ne le serait jamais. Il y aurait toujours un banc sous la pluie entre nous. Il y aurait toujours des funérailles auxquelles je n'ai jamais pu assister. Mais j'ai enfin compris quelque chose qu'Éléonore savait bien avant moi. Le pardon n'efface pas les conséquences. Le pardon n'efface pas la douleur, et le pardon n'exige pas l'oubli. Il vous permet simplement de cesser de porter ce fardeau pour toujours. La dernière leçon que ma femme a laissée derrière elle était aussi la plus importante. L'amour n'est pas synonyme de permission. On peut aimer quelqu'un profondément et refuser d'accepter un comportement qui détruit une famille. On peut laisser la porte ouverte sans faire semblant que les dégâts n'ont jamais eu lieu. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, Léa vient toujours à la maison le samedi. Baptiste m'appelle tous les dimanches. Et la chaise d'Éléonore reste vide de l'autre côté de la table. Elle me manque tous les jours. Elle me manquera probablement toujours. Mais quand je regarde ma famille maintenant, je sais qu'elle avait raison. Parfois, les personnes que nous aimons le plus ont davantage besoin de conséquences que de protection. Et parfois, le plus grand acte d'amour consiste enfin à laisser ces conséquences leur enseigner la leçon que nous n'avons jamais pu leur apprendre.